بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Le chapitre 1, formalisme de Lagrange, suite. C'est-à-dire que nous sommes maintenant à la deuxième vidéo de ce chapitre. Alors, on commence donc par la définition des coordonnées généralisées et des intégrales premières. On dit qu'un ensemble de variables Q1, Q2, Qn, bon, n variables par exemple, éventuellement le temps, définit un paramétrage d'un système sigma si à tout instant t on connaît la position de tout point cinématique m de sigma du système dans un certain référentiel R0. Si on connaît la position du système sigma dans R0 lorsqu'on connaît les valeurs des QI de t éventuellement du temps, alors les Q1, Q2, Qn s'appellent un paramétrage du système sigma. Les coordonnées QI de t sont appelées coordonnées généralisées. Ici, on n'a pas précisé si les coordonnées sont cartésiennes, cylindriques ou sphériques. C'est des coordonnées QI de t quelconque. Si la donnée de ces coordonnées QI donne à un instant t donné donne la position d'un système sigma, alors ces coordonnées définissent le paramétrage du système. Ils sont dites coordonnées généralisées. La dérivée par rapport au temps de ces coordonnées est appelée vitesse généralisée. Donc les coordonnées Q1, Q2, Qn sont les coordonnées généralisées. Q.1, Q.2, Qn sont des vitesses généralisées. Bien. On remarque, il faut mettre en tête que les grandeurs QI de t peuvent ne pas être de même nature. Par exemple, x et θ est un paramétrage d'un système. Dans ce cas, x c'est une valeur en mètres, c'est une distance ou bien une mesure algébrique si vous voulez. θ c'est un angle, donc ils n'ont pas la même nature. Bien. Par exemple, tout solide libre dans l'espace peut être décrit par 6 coordonnées généralisées qui sont bien sûr les 3 coordonnées cartésiennes et les 3 angles de l'air. Donc pour le solide, on a 6 coordonnées généralisées. Q1 c'est x, et Q2 c'est y, et Q3 c'est z par exemple, et Q4 c'est θ, psi, phi. Bien. Un point matériel, par contre, un point matériel peut être décrit uniquement par 3 coordonnées généralisées. Le point matériel on ne tient pas compte de la géométrie dans notre système. Alors que pour le solide, on tient compte de sa géométrie et de l'orientation de sa géométrie dans l'espace, donc les angles interviennent. Bien. Alors, les cas particuliers par exemple, le pendule simple. Un pendule simple, il est connu, donc c'est un point matériel M suspendu à un fil inextensible de longueur L et qui est mobile dans un plan. Si je prends ce plan, c'est XY, dans ces conditions-là,
Primitivement, je sais qu'un point matériel est décrit par trois coordonnées, qui peuvent être par exemple x, y et z. Mais notre pendule, dans le cas de notre pendule, on sait que la coordonnée z est une constante, elle est toujours égale à 0, parce que c'est la position de notre point par rapport à l'axe z. Et cette relation-là est une liaison, est une contrainte qui s'exerce sur le point. Il est obligé de rester sur le plan x ou y. Je sais aussi que pour le pendule, la longueur du fil est une constante, c'est-à-dire que L au carré est égal à x au carré plus y carré est égal à constante. Et dans ces conditions-là, cette relation-là est aussi une contrainte qui s'exerce sur le point matériel suspendu au fil. Il ne peut pas aller loin. Il doit rester toujours à la distance L par rapport au point O. Puisqu'on a deux contraintes, vu que ces deux contraintes s'exercent sur notre point matériel, alors le point matériel peut être décrit uniquement par une seule coordonnée. On peut prendre par exemple x, y, on peut prendre une seule coordonnée uniquement. La meilleure coordonnée qui décrit le mouvement d'un pendule est choisie comme étant l'angle θ que fait le pendule avec l'axe OX ici. Quand on a des coordonnées généralisées, plusieurs coordonnées généralisées, et que nous devons les réduire, on essaye toujours de réduire les distances et laisser les angles. Il est préférable dans les calculs et dans les exercices de travailler uniquement avec des angles. Si on est obligé, donc on ajoute des distances obligatoirement. Voilà donc pour le pendule. Si je prends le cas d'une boule sur un plan horizontal, par exemple la boule ici sur la table, la boule est un solide. Initialement donc son paramétrage c'est 6. Donc x, on peut prendre alors x, y, z, θ, psi, phi, les coordonnées cartésiennes et les angles de l'air. Bien. Mais comme elle est posée sur la table, donc je sais que z, c'est-à-dire si z c'est l'axe vertical, z égale constante, c'est le rayon de la boule à partir de la surface de la table. Et c'est une liaison qui s'exerce sur la boule. La boule doit rester toujours en contact avec la table, c'est-à-dire sa coordonnée z reste constante. Comme il se déplace sur la table, donc il reste deux coordonnées x, y nécessaires et les trois angles de l'air parce qu'il n'y a pas de contrainte sur les angles. Donc au total, un nombre de paramètres, un paramétrage de la boule serait n égale 5. On doit disposer de 5 coordonnées généralisées qui seront nécessairement x, y et les angles de l'air. Passons maintenant à l'intégrale première. Qu'est-ce que c'est une intégrale première? Donc ceci, vous le connaissez. C'est une équation du mouvement que l'on peut écrire sous la forme f de q, q point t égale 0. C'est-à-dire une relation entre les coordonnées généralisées, les QI, ici Q ça veut dire QI, Q1, Q1, Q2, Q3, ainsi de suite, les vitesses généralisées Q point, éventuellement le temps. Toute équation que l'on peut écrire sous cette forme-là est dite équation du mouvement, il est dite intégrale première.
les équations du mouvement traduisant ces équations du mouvement traduisent souvent la conservation d'une grandeur physique connue. Par exemple, la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de l'énergie cinétique selon un axe ou bien l'énergie cinétique totale, la conservation de l'énergie totale d'un système. Ici, il est clair que si on a l'énergie conservée, alors il donne automatiquement une équation sous cette forme-là, que l'on appelle donc intégrale première du mouvement. On va le voir ici. Dans un système conservatif, tout système conservatif, je veux dire, est soumis, c'est-à-dire qui est soumis à des forces dans lequel toutes les forces qui travaillent dérivent d'une énergie potentielle ou bien d'une fonction de force si vous voulez, alors son énergie mécanique est une constante, c'est-à-dire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale constante. Alors cette équation-là est dite une intégrale première. Il est clair que T, c'est l'énergie cinétique, donc il dépend de la position et de la vitesse, c'est-à-dire des coordonnées Q et Q point. Et l'énergie potentielle V, il ne dépend que de la position, c'est-à-dire que des Q. Donc, cette relation-là peut s'écrire sous cette forme-là. Et donc, c'est une intégrale première. Maintenant, on va définir une liaison et le degré de liberté d'un système. Qu'est-ce que c'est une liaison? Par exemple, une liaison entre deux solides. C'est une relation de contact entre ces deux solides. Elle se caractérise par un nombre de mobilités que peut avoir l'un des corps par rapport à l'autre. C'est-à-dire la facilité du mouvement d'un solide par rapport à un autre. Alors, ces mobilités, qui sont des mouvements autorisés par l'un des solides à l'autre solide, sont appelés les degrés de liberté de ce solide. Ces mobilités sont appelées des degrés de liberté. Alors ici, je note DDL. Si un solide est totalement libre dans l'espace, donc il n'est soumis à aucune liaison, alors son degré de liberté est égal donc à 3 translations, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes x, y, z, c'est les 3 translations, et 3 angles de l'air, c'est-à-dire les 3 rotations que peut prendre un solide. Si un solide est astreint à rester sur un plan, comme la boule de tout à l'heure, alors son degré de liberté est inférieur à 6, automatiquement, parce qu'il y a une liaison qui s'exerce sur ce solide. Bien. Maintenant, les types de liaison. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une contrainte. Une contrainte, c'est l'équation ou l'inéquation engendrée par les forces de liaison. Elle relie donc les coordonnées et les vitesses du système. Donc ici, une liaison, elle est due à une force, et la contrainte, c'est l'équation ou l'inéquation qui résulte par cette force de liaison. On exprimera ça tout à l'heure dans un exemple. Si la contrainte est traduite par une équation qui s'écrit donc sous cette forme-là, f de q
l'IQ point est T égale 0. Ici donc c'est la contrainte, c'est la contrainte, c'est une équation dite contrainte due à une certaine liaison donnée. Alors dans ces conditions-là, on dit que la contrainte est bilatérale. Ou bien on peut dire que l'équation de liaison, parce que l'équation de liaison c'est la contrainte, l'équation de liaison est bilatérale. Donc qu'est-ce que c'est une contrainte bilatérale? C'est une équation, c'est une contrainte qui est due aux équations, c'est une équation de liaison uniquement. Et une équation de liaison, ici, lorsqu'on met égale 0, c'est-à-dire une équation. Dans le cas où la contrainte associée à une liaison s'écrit sous cette forme-là, ici j'ai mis plus ou moins, mais j'ai mis inférieur à 0, c'est-à-dire une inéquation. Ici donc la contrainte est une inéquation. Dans le cas où c'est une inéquation, elle est dite contrainte unilatérale. En résumé, une équation de liaison est une contrainte bilatérale. Une inéquation de liaison est une contrainte unilatérale. Ici donc c'est unilatéral et là c'est bilatéral. Quand c'est une équation, elle est dite bilatérale. Quand c'est une inéquation, elle est dite unilatérale. Dans les exercices qui suivent, on va travailler toujours avec des équations et non pas des inéquations. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir que si c'est une équation de liaison, alors elle est dite bilatérale. Si c'est une inéquation de liaison, elle est dite bilatérale. Et elle est dite unilatérale, je veux dire. Bien. Lorsqu'une contrainte bilatérale, cette fois-ci donc on va prendre l'équation bilatérale. L'équation de liaison c'est une contrainte bilatérale. Si lorsqu'une contrainte bilatérale se traduit par une équation sans l'IQI, sans l'IQ point I, quand l'équation de liaison ne contient pas l'IQ point I, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme uniquement f de qi éventuellement du temps égale 0, la contrainte de liaison est dite holonome. Donc qu'est-ce que c'est une contrainte holonome? C'est-à-dire une équation de liaison qui ne contient pas les vitesses généralisées. Alors le mot holonome ici, dans certains livres, dans certains bouquins, vous trouverez géométrique. Contrainte géométrique, c'est-à-dire qui dépend uniquement de la position QI, il ne contient pas les Q point I, donc c'est une contrainte géométrique. Ou bien c'est une contrainte holonome. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'équation de liaison contient les Q point I, au moins un Q point I, qui n'est pas nul, alors dans ces conditions-là, la contrainte est dite non holonome ou bien cinématique par opposition à géométrique. Donc on va dire géométrique ou cinématique ou bien holonome ou non holonome. Non holonome lorsqu'il contient les vitesses généralisées. Holonome lorsqu'il ne contient pas les vitesses généralisées, c'est-à-dire bien sûr géométrique et cinématique tout simplement. Mézien. Il peut arriver qu'une liaison cinématique soit équivalente par intégration à une liaison géométrique. C'est-à-dire quand j'écris l'équation de liaison, je l'écris et je vois que je peux l'intégrer, il ne contient plus les vitesses. Et dans ces conditions-là, la contrainte est dite semi-holonome, c'est-à-dire que je peux l'écrire sous une forme d'une équation
qui ne contient pas les vitesses généralisées, ou je peux l'écrire sous la forme d'une équation qui contient les vitesses généralisées. Et dans ces conditions-là, la contrainte est dite primitive ou bien semi-holonome. Bien. On distingue deux classes de contraintes holonomes. Maintenant, regardez bien. Contrainte holonome. Contrainte holonome, c'est-à-dire celle qui ne contient pas les vitesses. Toute contrainte qui ne contient pas les vitesses est dite holonome, et toute contrainte qui contient les vitesses généralisées est dite non holonome. Les contraintes qui ne contiennent pas les vitesses qui sont holonomes peuvent être scléronomes si la contrainte ne contient pas explicitement le temps, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire uniquement f de QI égale 0. Il est dit scléronome. Alors, la contrainte holonome scléronome, c'est celle qui ne contient pas les vitesses généralisées et qui ne contient pas explicitement le temps. Bien sûr, ici, le QI est une fonction du temps. Mais QI, c'est une fonction du temps. Mais il n'y a pas le temps de manière explicite dans l'équation. Dans le cas où la contrainte holonome contient explicitement le temps, alors il est dit trénome, parce qu'elle dépend explicitement du temps. Bien. Deuxième remarque, c'est que les liaisons cinématiques, elles mettent en jeu les vitesses, et on peut l'écrire souvent, on peut toujours l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire somme de i égale 1 jusqu'à n des AJI fois Q point I plus alpha J. Donc ici, c'est la contrainte J, la Jème contrainte, parce que la somme sur les I fait disparaître donc le I de l'équation. Donc ici, c'est la Jème contrainte. Pour la liaison J, c'est-à-dire la Jème contrainte, elle s'écrit donc sous cette forme dans laquelle les AJI et les alpha I sont des fonctions connues des QI et éventuellement du temps. Donc la contrainte holonome ou les contraintes non holonomes, c'est-à-dire cinématiques si vous voulez, les contraintes non holonomes cinématiques s'écrivent toujours, on peut les écrire toujours sous cette forme-là, dans laquelle tous les QI se trouvent à l'intérieur de cette fonction-là, de ce coefficient, ou bien de ce coefficient. Donc ce sont des fonctions linéaires des Q point I, mais attention, les coefficients I ne sont pas sont variables, dépendent des QI, et éventuellement du temps. Par exemple, la relation ici si c'est une équation de liaison, de toute façon c'est une équation de liaison de non-glissement connue que vous avez rencontrée probablement en mécanique 2, c'est une équation de liaison non holonome parce qu'il y a des vitesses généralisées. Les coordonnées généralisées de mon système ici sont x et θ. Et donc, c'est une liaison non holonome parce qu'elle contient des vitesses. Alors que la liaison ici du pendule, L au carré est égal à x au carré plus y au carré, que nous avons vu tout à l'heure, est une équation de liaison holonome scléronome. Scléronome parce qu'il ne contient pas explicitement le temps. Bien.
Donc, voilà deux exemples pratiques que nous venons de voir et qui donnent des exemples de liaison. La liaison non holonome et la liaison holonome. Alors que cette liaison holonome, on peut lui ajouter un autre adjectif, c'est scléronome, par opposé à rénome si elle contient explicitement le temps. Définition. On dit qu'une liaison holonome, c'est-à-dire géométrique, FJ de Q et T égale 0, alors ici donc c'est la JM équation de liaison, est indépendante du temps si sa dérivée partielle par rapport au temps est égale à 0. Elle est alors scléronome. Et on dit que la liaison J non holonome, c'est-à-dire cette liaison-là, c'est-à-dire cinématique, est indépendante du temps si les dérivées partielles des AJI par rapport au temps sont nulles et aussi les alpha J sont nuls. Car on peut écrire alors, si j'écris ici, si je multiplie par dt, cette équation-là, si je la multiplie par dt, je vais obtenir ceci. Donc, elle est indépendante du temps, donc ce terme-là égale 0. Et elle est indépendante du temps parce que, ici donc, d de QI sur d de... il reste alors d de AJ sur dt égale 0. Bien. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette vidéo? On vient de voir qu'est-ce que c'est une coordonnée généralisée. Donc, au lieu d'utiliser n'importe quelle variable, on va dire que tout système mécanique peut être décrit par des QI. Ici, donc, on doit voir que les systèmes mécaniques, ce ne sont pas uniquement le solide et le point. Ça peut être d'autres systèmes plus compliqués. Et que les coordonnées généralisées donnent des vitesses généralisées et que donc ces coordonnées généralisées peuvent être liées par des relations qui contiennent les coordonnées généralisées et les vitesses généralisées. Certaines relations peuvent être des équations du mouvement qui sont conservées, c'est-à-dire des intégrales premières, ou bien comme l'énergie totale d'un système mécanique, par exemple, s'il est conservé, il devient une intégrale première, et que ces grandeurs conservées peuvent être des quantités de mouvement, des moments cinétiques ou des énergies cinétiques. Ça, c'est ce que vous avez appris en mécanique 2. Nous, on s'intéresse surtout à l'énergie mécanique. Des fois, on parle aussi des moments cinétiques qui sont des constantes du mouvement. Bien. Dans ce cours. Alors, tout système mécanique peut être soumis à des liaisons, à des forces de liaison. Ces forces de liaison peuvent être traduites par des équations ou des inéquations. Dans le cas où il est traduite par une équation, alors cette équation est dite contrainte. Et cette contrainte peut être holonome ou non holonome. C'est ce que nous venons de voir ici. Donc une contrainte holonome, c'est-à-dire que ne contient pas les vitesses généralisées. Une contrainte non holonome, c'est-à-dire qui contient les vitesses généralisées. Lorsque l'équation de liaison est une inéquation, elle est dite contrainte unilatérale. Bien. Alors, lorsqu'une contrainte non holonome peut, par intégration, devenir une contrainte holonome,
alors il est dit semi-holonome. Les contraintes holonomes sont divisées donc en deux, des contraintes holonomes scléronomes et des contraintes holonomes rénomes. Scléronomes, c'est-à-dire qui ne contiennent pas explicitement le temps, et rénomes, c'est-à-dire qui contiennent obligatoirement le temps de façon explicite, et que toute contrainte cinématique peut s'écrire sous cette forme-là, dans laquelle les coefficients A et alpha dépendent uniquement des QI et éventuellement du temps. Deux exemples de contraintes sont posés. La condition de non-glissement d'un cerceau, par exemple, de rayon R, qui s'exprime par cette relation-là, et donc c'est une équation de liaison qui est dite non holonome. Et là, la longueur du fil est inextensible, donc la longueur est constante. C'est une relation donc holonome scléronome, et que donc les contraintes holonomes sont indépendantes du temps de façon explicite de temps si leur dérivée par rapport au temps est égale à 0. Voilà ici pour la contrainte géométrique. Pour la contrainte géométrique, ou bien pour la contrainte géométrique, mais pour les contraintes non holonomes, c'est-à-dire cinématiques, vous avez donc, elle est dite indépendante du temps, c'est la dérivée partielle des coefficients A par rapport au temps est nulle, et aussi tous les alpha i sont nuls. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaykum.